voudrais vous faire part au nom de le docteur Meng Fanchen, directeur de la stratégie du groupe Lafarge en Asie-Pacifique et professeur à l'université Tongji de Shanghai. Je voudrais remercier également M. Song Luzeng, chercheur en sciences politiques et journaliste, et je crois également Mademoiselle Zhang Qian, vice-présidente de l'Union des chercheurs et des étudiants chinois en France. Et enfin, peut-être avons-nous le président de l'association. Ah, vous êtes également vice-président. Très bien. Donc, je vous remercie aussi en tant que vice-président de votre présence. Et je remercie tous les étudiants présents, de toutes origines que ce soit, lors de cette conférence, au nom de l'Université Paris-Sorbonne, du Centre Roland-Mounier et de l'École doctorale d'Histoire moderne et contemporaine. Je voudrais vous rappeler aussi que l'unité mixte de recherche Centre Roland-Mounier organise sous ma direction un cycle de conférences dont l'objet est double. Premièrement, assurer aux chercheurs et étudiants chinois une information sur l'organisation et les méthodes de travail de l'université française à partir de l'exemple d'une discipline particulièrement importante dans le cursus des études classiques en France et dans le monde, qui est l'histoire. Et puis, d'autre part, présenter une succession de conférences portant sur des questions de recherche dans le but de favoriser les échanges scientifiques et culturels entre la Chine et la France. Je voudrais enfin passer maintenant la parole à M. Wang Wei, qui va vous dire quelques mots en chinois. Merci. Tout d'abord en français. J'ai l'honneur de rappeler tout ce que le présent cycle de conférences doit à mon maître, le professeur Dominique Barjou, qui en est à la fois l'initiateur et le responsable. 我很荣幸的站在这里告诉大家，今天的这个讲座要归功于Dominique Barjou 教授，他同时也是我们这次讲座的倡议者和组织者之一。Grâce au soutien du professeur Barjou, il a été possible de réaliser la première de ces conférences et d'obtenir à la Sorbonne, dans les locaux de la Maison de la Recherche, les salles de conférence nécessaires. Ceci à titre gratuit et jusqu'au mois de mai inclus. 在巴克教授的帮助下，巴黎学联的系列学术讲座能够在法国著名的大学巴黎索邦大学召开。同时，也为我们学联的在法国大学校园内的一个活动提供了一个长期的一个活动的一个场所，从今年的2月份一直到5月份。Le professeur Barjou est un savant unanimement et respecté de ses pairs à l'échelle internationale. Il m'a fait le grand honneur d'être mon directeur de thèse. Il a publié seul ou sous sa direction un total d'environ 50 ouvrages et plus de 1270 articles de revues et de communications à colloques scientifiques. 请容许我简单的介绍一下巴克入教授。巴克入教授他是法国著名的学者，受到国际同仁们的一致的尊敬。我个人也很荣幸成为他的学生。至今他已经发表了50多部著作。270多篇各类文章。Il a exercé un nombre de fonctions importantes. Directeur adjoint des sciences de l'homme et de la société du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, représentant de la France au Standing Committee de European Science Foundation, président de l'Association française des historiens économistes,
directeur de l'école doctorale d'histoire moderne et contemporaine de l'Université Paris-Sorbonne, directeur de sciences de l'homme et de la société du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, etc. Il a effectué pour le compte du ministère français des Affaires étrangères d'importantes missions à l'étranger. 巴克入教授他也曾经担任过许多重要的职务，法国国家科学研究中心人文社科副主任，欧盟科学基金会常务委员会法国代表，法国经济史协会会长，巴黎索邦大学现当代史博士院院长，法国高等教育与研究部科学主管等等。巴克入教授同时也担任了法国外交部许多在国外的任务和工作。Je tiens au nom de tous à le remercier très sincèrement, très profondément et très chaleureusement pour tout ce qu'il a fait en vue de la réussite de ce cycle de conférences. 最后，请允许我代表在场的各位向巴克入教授以及向为了这次系列学术讲座成功举办的中方和法方的组织者表示感谢。谢谢。Je vais donc maintenant choisir un exemple pour vous montrer l'intérêt qu'il y a à travailler entre spécialistes et généralement généralistes de la Chine et de la France à propos des questions de l'Asie. Et je vais prendre un exemple qui est celui du décollage de l'économie japonaise après la guerre de Corée. C'est en effet intéressant de voir que cette guerre a joué un rôle très important pour changer le modèle de développement japonais et lui conférer un certain nombre de caractéristiques à l'époque qui peut être intéressant de comparer avec ceux de la Chine d'aujourd'hui. Voilà. Sachant que quelques pays d'Asie moins importants ont pu se situer dans une phase intermédiaire entre le Japon et puis la Chine. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler que le Japon, eh bien, c'est un ensemble d'îles qui lui confère une caractéristique que l'on pourrait comparer à celui de la Grande-Bretagne par rapport au reste de l'Europe. Il faut se rappeler qu'au lendemain de la guerre, eh bien, le Japon est occupé par l'Amérique et que cette occupation par l'Amérique va provoquer au Japon un choc profond qui s'illustre en la personnalité du général MacArthur, lequel veut transformer en profondeur l'État, l'économie et la société japonaise. Le général MacArthur est alors le Supreme Commander of the Allied Powers, le commandant suprême des forces alliées, et il exerce au nom des Alliés, jusqu'en 1952, la responsabilité du régime d'occupation. Il est soutenu à l'époque par le président démocrate Truman, qui se fie entièrement à lui pour réaliser un programme en 7 points. Premier point, désarmer les soldats japonais. Deuxième point, renvoyer ces soldats chez eux. Troisième point, démanteler les usines de guerre. Quatrième point, organiser des élections libres. Cinquième point, former des syndicats représentatifs. Et pour un président américain démocrate, ça signifie quelque chose, car c'est la base électorale des démocrates aux États-Unis. C'est aussi
supprimer l'endoctrinement idéologique et militariste dans les écoles, et enfin, donner le droit de vote aux femmes. Mais d'autre part, le président Truman veut, à travers MacArthur, combiner la démocratie avec la survie de l'empereur. On arrête les criminels de guerre, on dissout le syndicat unique qui s'appelait Sampo, on adopte une charte japonaise des droits de l'homme, on instaure la liberté de la presse et on reconstitue les anciens partis qui existaient dans le Japon des années 1920. Par ailleurs, l'occupation américaine s'accompagne d'un grave traumatisme social qui est celui de la guerre. Et ce traumatisme social présente 3 volets. Premièrement, le bilan démographique et économique du Japon est désastreux. Un Japonais sur 27 est décédé pendant la guerre. Pour comparaison, on peut dire qu'il y a eu un Russe sur 22. 8 millions de sans-abri, 6 millions et demi de rapatriés au Japon depuis tout l'empire japonais, et enfin un chômage colossal, puisqu'à l'époque, le Japon compte plus de 13 millions de chômeurs, c'est-à-dire que pratiquement un Japonais actif sur 3 est chômeur à l'époque, ce qui est absolument considérable. La survie du Japon est menacée par une récolte désastreuse en 1945, une grave crise sanitaire, surtout dans les villes, et une inflation monumentale. Troisième élément de ce traumatisme social, à l'époque, le Japon est plongé dans une sorte de choc psychologique. Les esprits se retournent brutalement contre les militaires, évidemment à qui on attribue la responsabilité de la défaite, mais ce choc psychologique a aussi des aspects positifs, notamment le lancement de nouvelles entreprises, et je vais en donner 2 exemples. C'est le lancement de Honda par Soichiro Honda, et puis le lancement de Sony par Morita Ibuka. Se pose en effet la question du châtiment des crimes de guerre du Japon. Et le symbole de ce châtiment, ce sont les célèbres procès de Tokyo. Les procès de Tokyo qui visent des personnalités importantes, mais qui épargnent la famille impériale, y compris ceux des princes du sang qui ont pu participer au gouvernement. Alors, parmi les personnalités importantes, il y en a une que les Chinois apprécient particulièrement peu, c'est Kishi Nobusuke, qui a été le ministre du Commerce et de l'Industrie, puis le ministre de l'Armement pendant la période de la guerre, de 1937 à 1945. Vous verrez pourquoi je cite ce nom, car ce sera une mauvaise surprise pour la Chine et ça contribuera aux tensions historiques entre le Japon et la Chine. S'engage avec le procès de Tokyo, avec les procès de Tokyo, un ensemble de procès centrés sur les seules responsabilités individuelles et non pas sur la responsabilité collective de l'État. S'accompagne aussi ces procès de Tokyo d'une épuration qui concerne surtout les partis politiques et les administrations. En effet, MacArthur veut supprimer ce qu'il appelle les 4 cliques, les butsu, qui font la puissance militaire du Japon. Alors quels sont ces 4 cycles, ces 4 cliques? Les militaires, l'aristocratie, la bureaucratie et les groupes industriels et financiers. Gumbatsu, Mommonbatsu, Kambatsu et Zaibatsu.
Les Zaibatsu sont connus de vous parce qu'il y a 4 très grandes entreprises qui contrôlaient une grande partie de l'économie japonaise au moment de la défaite, en 1945. Ce sont Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo et Yasuda qui, à eux seuls, concentraient 45% de la richesse japonaise en 1945. Et donc, la politique engagée par MacArthur va viser en particulier le démantèlement de ces grands groupes. Je vous donne un exemple. Mitsui, qui était particulièrement implanté en Mandchourie, comptait en 1945 2 800 000 salariés, dont 1 800 000 travaillaient au Japon. C'est absolument colossal. Et pour dissoudre ces Zaibatsu, eh bien, se constitue en septembre 1945 une agence spéciale de la dissolution qui, dès le mois d'octobre, saisit toutes les actions des Zaibatsu et, dès novembre, est adopté le plan Yasuda de dissolution volontaire des Zaibatsu. Plan Yasuda qui est immédiatement approuvé par MacArthur et qui vise essentiellement les dirigeants. 1500 dirigeants d'entreprises japonaises sont alors évincés de la direction des Zaibatsu. Mais les Zaibatsu résistent longtemps puisqu'il faut une loi de décembre 1947 pour que la dissolution des Zaibatsu prenne vraiment effet. Le problème qui désormais se pose est celui de la stabilisation du système politique japonais avec la mise en place d'un nouveau système politique et social. Il s'agit en effet de démocratiser, de réformer la société. Et cela va s'illustrer dans la mise en place d'un nouveau système politique et social dont le premier pilier est la Constitution du 3 novembre 1946 qui déclare que le peuple japonais est souverain et qui transforme l'État japonais en un empire constitutionnel avec un régime parlementaire bicamériste comportant 2 chambres, une chambre des députés élue pour 4 ans et un Sénat élu pour 6 ans et renouvelé par moitié tous les 3 ans. Le suffrage universel est désormais accessible à tous ceux qui ont plus de 20 ans et il concerne à la fois les hommes et les femmes. Le gouvernement est subordonné au Parlement sur le modèle du système parlementaire britannique. Vous savez en effet peut-être que historiquement la Grande-Bretagne a été longtemps l'allié du Japon et notamment dans sa politique d'expansion. La Grande-Bretagne a soutenu le Japon contre la Russie, puis ensuite soutenu le Japon à la Société des Nations, alors que les Américains, historiquement, sont plutôt un adversaire du Japon. C'est important pour voir que la référence à la Grande-Bretagne intervient à ce moment-là. Indépendance absolue du pouvoir judiciaire avec la création d'une Cour suprême, ici sur le modèle américain. Et puis, des réformes fondamentales sont opérées par 2 premiers ministres successifs. Le plus important, c'est sans doute Yoshida, qui est Premier ministre d'avril 1946 à avril 1947, qui est le chef de file du Parti libéral, et puis Katayama Tetsu, qui lui succède de mai 1947 à octobre 1948. Ces réformes fondamentales
consiste en particulier dans la reconnaissance des syndicats, puisque en décembre 1945, le droit de grève est accordé aux syndicats et que l'on interdit les syndicats maison, les syndicats d'entreprise qui existaient jusque-là. Et cette libéralisation du régime des syndicats est un succès puisque se créent deux grands syndicats, un syndicat socialiste, la Sodomei, et un syndicat communiste, Sanbetsu Kaigi, qui va devenir en fait le plus important des deux syndicats. Enfin, la réforme agraire est adoptée à travers deux lois de décembre 1945 et d'octobre 1946. Le principe est de substituer des propriétaires exploitant directement leurs terres aux grands propriétaires qui jusque-là utilisaient à leur service des paysans à qui ils accordaient la possibilité de cultiver la terre. Selon un système qu'on qualifie en Europe de métayage. Voilà, c'est le principe de partager le produit de la récolte en deux parts, une part qui va au propriétaire et puis l'autre part qui va à l'exploitant. Souvent, il ne lui reste plus grand-chose pour vendre, puisqu'il doit renouveler sa récolte, utiliser ses semences. Voilà. Et c'est ce système qui est cassé par la réforme agraire imposée par les Américains. Alors, je vous ai dit, il y a une personnalité dominante à l'époque, c'est Yoshida Shigeru, 1878-1967, qui est donc Premier ministre, on l'a vu une première fois, puis qui revient au pouvoir d'octobre 1948 à avril 1952. Il est soutenu par une très large majorité, obtenue en janvier 1949, et il réussit la relance économique en cassant l'inflation avec le plan imposé par la mission Dodge, mais à un coût social élevé, et en fait, c'est lui qui va assurer la relance de l'économie japonaise sous l'effet de la guerre de Corée, grâce aux immenses commandes adressées aux entreprises japonaises par l'armée américaine pour lutter contre la Corée du Nord et à travers elle la Chine et l'Union soviétique. On peut dire qu'en octobre 1950, la production industrielle du Japon est revenue à son niveau d'avant-guerre. C'est aussi le début du réarmement de guerre. Et c'est là que va survenir un débat au Japon, parce qu'il y a les Japonais pacifistes et les Japonais qui sont pour le réarmement. Et Yoshida, le chef du Parti libéral, est un pacifiste. D'où des conflits de plus en plus forts avec l'administration américaine, qui est en train de changer de ligne avec l'arrivée au pouvoir des républicains, qui s'inscrivent dans la logique de la guerre froide, et puis d'autre part avec les hommes politiques japonais d'avant-guerre qui reviennent au pouvoir. C'est d'autre part, sous l'égide de Yoshida, la fin de l'occupation avec le traité de paix de San Francisco en septembre 1951, le traité de sécurité nippo-américain de septembre 1952. Ces décisions sont très importantes, elles sont prises en référence à la situation en Corée, mais aussi à cause de la victoire communiste en Chine. L'impact spécifique de la guerre de Corée, c'est paradoxalement le départ de Yoshida, avec le retour sur la scène politique des politiciens d'avant-guerre aux élections d'octobre 1952. On observe en effet un affaiblissement du Parti libéral face au Parti réformiste, qui est alors dirigé par Shigemitsu Memoru. Des hommes politiques qui étaient au pouvoir à la fin des années 1920, dont le plus important est Hatoyama Ishiro, qui est le grand rival de Yoshida. Alors, à la suite de la censure du gouvernement Yoshida par le Parlement japonais,
ont lieu des élections en avril 1953. Les libéraux sont vainqueurs, le parti de Yoshida, mais survient alors un scandale, celui des chantiers navals, qui oblige à la démission le Premier ministre Yoshida en décembre 1953. Pourquoi est-il obligé de démissionner? Parce qu'on le suspecte d'avoir utilisé les crédits américains destinés au réarmement du Japon à travers les chantiers navals pour servir des entreprises qui étaient de ses amis. Voilà. On lui reproche les pots de vin. Je ne sais pas comment ça se traduit en chinois, mais ça doit pouvoir se traduire. Alors, il y a une démission et l'arrivée au pouvoir d'Atoyama Ichiro pour une deuxième fois à la tête du Parti démocrate. Et il faut bien dire que se produit alors une alliance assez improbable entre les forces conservatrices du système politique de l'avant-guerre et le Parti socialiste japonais pour empêcher la révision constitutionnelle. Et cela va avoir pour conséquence une réaction collective du grand patronat japonais qui pousse à la constitution d'une grande force politique qui existe toujours au Japon aujourd'hui, qui est le Parti libéral-démocrate. C'est le parti aujourd'hui au pouvoir, dirigé par Atoyama et Kishi, le responsable du dispositif militaire industriel pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est important. En effet, Kishi Nobusuke devient Premier ministre du Japon en février 1957 et il reste au pouvoir jusqu'en juin 1960. Alors, pour bien expliquer les choses, en fait, le gouvernement américain a fait à l'époque une analyse en disant qu'il faut accorder la priorité absolue à la lutte contre le communisme et que, pour cela, on peut accepter même de faire revenir au pouvoir des gens qui ont combattu les États-Unis pendant la guerre. Et c'est le cas de Kishi Nobusuke. C'est ce qu'on a appelé au Japon la politique du retour en arrière, marquée par le réarmement, mais qui entraîne une crise sociale et politique. En effet, la politique de réarmement va entraîner une opposition grandissante de l'opinion japonaise à la présence des bases américaines sur le sol japonais, notamment à Okinawa. Et d'autre part, Kishi entre en conflit avec les enseignants et c'est la grève générale des enseignants qui amène sa démission. C'est en fait la fin de cet épisode de la guerre de Corée et du retour du Japon à la normalité, puisque la démission du Premier ministre amène au pouvoir Ikeda Hayato, qui sera Premier ministre d'octobre 1960 à novembre 1964, et qui en fait mène une politique d'apaisement. On peut dire que c'est le début du moment où les premiers ministres japonais vont être des gens qui ne font pas de bruit, qui dérangent personne. Enfin, voilà. On en a fini avec les personnalités historiques charismatiques et on entre dans une période dont je ne suis pas sûr qu'on soit totalement sorti aujourd'hui, c'est-à-dire on cherche le Premier ministre le plus incolore, inodore et sans saveur possible pour qu'il ne fâche personne. Alors je vais maintenant avancer un petit peu plus et m'interroger sur la guerre de Corée et c'est l'expérience économique. Alors vous avez ici une courbe extrêmement intéressante qui vous montre l'évolution de la production industrielle japonaise de part et d'autre de l'année 1950 et de la guerre de Corée. Vous voyez, la guerre de Corée, c'est le grand creux que vous avez ici. Vous avez l'évolution de la production industrielle japonaise depuis 1870 à 1950. La guerre se voit ici.
la fin de la guerre, avec l'effondrement de l'industrie, 6% par an de croissance de l'industrie japonaise pendant toute cette période, depuis 1870 jusqu'en 1943, on peut le dire. Voilà. Un choc, la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre de Corée, et à nouveau une reprise considérable, selon une pente de 15% par an en moyenne. Tout ça, bien sûr, inflation décomptée. Si on ajoutait la hausse des prix, on aurait encore un rythme beaucoup plus élevé. C'est donc une période d'expansion très vive. De 1946 à 1951, on assiste à une multiplication par 4 de la production industrielle. Et puis de 52 à 71, une augmentation de 15% par an, c'est-à-dire 3 fois plus qu'avant la guerre, basée sur un effort colossal d'investissement. Les investissements sont multipliés par 7 de 1955 à 1961 et encore multipliés par 3 de 1965 à 1970. Alors, les modalités du redressement, sans entrer trop dans le détail, on peut distinguer 3 phases dans le développement de l'économie japonaise, en soulignant que la première étape, c'est l'étape de la convalescence de 1945 à 1965, avec 2 faits majeurs qu'on peut souligner à l'époque. Le premier, c'est que l'occupant devient coopérant, parce que les Américains qui occupent le Japon ont à résoudre le problème de l'inflation galopante, des pénuries. Ils sont obligés de nourrir les Japonais pour éviter le soulèvement général et bien sûr la peur que le communisme ne prenne le contrôle du Japon. Le retournement s'accentue en 1947 avec ce qu'on appelle la purge rouge. C'est l'interdiction de la grève générale de février 1947 et l'accord donné par les Américains à partir de 1947-1948 au réarmement japonais en échange du maintien sur le sol japonais de bases américaines. D'autre part, ce retournement est financé par une institution américaine qu'on appelle la Reconstruction Finance Bank, qui fournit des crédits à taux très bas à l'industrie japonaise pour la faire repartir. D'autre part, l'Amérique engage une lutte contre l'inflation. En effet, les prix à l'époque ont explosé. Les prix ont multiplié à Tokyo en 1946-1948 par 8. Il faut donc engager une politique d'assainissement financier extrêmement drastique qui conduit à la hausse des impôts nationaux, notamment l'impôt sur le revenu, et à la fixation d'une nouvelle parité du yen. Le yen va rester stable de 1947 à 1971, jusqu'à la crise généralisée des monnaies. Et puis, d'autre part, l'aide financière américaine s'accentue. On a d'abord la mise en place du plan Marshall, puis après le plan Marshall, les commandes de guerre, ce qu'on appelle les Special Procurements, les commandes militaires en direction des bases américaines. Cela a des conséquences favorables, le ralentissement des prix, mais le pays reste encore très faible. On peut voir qu'en 1949, bien, le niveau de consommation des Japonais n'est que de 78% de ce qu'il était en 1939. Alors s'engage à la fin de la période, une période où on tire les bénéfices de la guerre de Corée entre 1950 et 1954. On peut dire que la guerre de Corée a des effets comparables à celui de la Première Guerre mondiale sur l'économie japonaise, en raison des fournitures japonaises aux troupes alliées, notamment pendant la période de la guerre de Corée. Cela conduit à d'importantes hausses salariales issues d'intenses conflits sociaux. Il s'ensuit un boom des importations compensé largement par les fournitures américaines,
des gains spectaculaires de productivité, les Japonais choisissant par ailleurs en matière financière l'austérité pour ramener les prix japonais au niveau des prix mondiaux. Et ça va entraîner une seconde période qui s'appelle le boom légendaire, le Jimmu Boom. Jimmu, c'est l'empereur fondateur du Japon. Hein. Donc on considère que 1955, c'est le point de renaissance du Japon. Avec une exceptionnelle année 1955, c'est l'origine du terme miracle japonais. À l'origine, il y a de grands programmes de modernisation, mais aussi un boom des exportations, des investissements, particulièrement dans la sidérurgie et les constructions navales. Ce boom s'amplifie avec la crise de Suez. La crise de Suez, vous savez, commence à inquiéter les grands pétroliers qui conçoivent des bateaux de taille énorme permettant de contourner l'Afrique pour éviter d'être coincés dans le canal de Suez par le Nasser, le chef militaire qui a pris le pouvoir en Égypte. De nouveaux produits sont donc développés, la télévision noir et blanc, le textile synthétique, mais aussi on voit se développer les biens intermédiaires, la sidérurgie, les machines-outils. Il s'ensuit une transformation profonde de la structure de l'économie japonaise, une montée relative des industries lourdes. C'est un schéma classique qu'on retrouve aussi dans la Chine d'aujourd'hui. Hein. C'est la seconde étape du développement après le développement des industries comme le textile, eh bien, c'est de passer aux industries lourdes pour pouvoir entraîner des industries d'équipement qui vont ajouter de la valeur ajoutée progressivement. Alors, il y a une transformation profonde de l'industrie japonaise, un déclin relatif des industries traditionnelles, en particulier de l'industrie textile, et une création énorme d'emplois industriels. Sur ces années, il y a 3 millions d'emplois industriels supplémentaires qui sont créés. On peut parler du premier boom pacifique du Japon, car jusqu'ici, les phases d'expansion de l'économie japonaise étaient fondées sur des efforts de réarmement, un investissement dans le réarmement. C'est la première fois que dans l'histoire de l'économie japonaise, en fait, on a une accélération de la croissance qui s'explique par des investissements civils et non pas par des investissements militaires. Et d'ailleurs, pendant la période, eh bien, les dépenses militaires au Japon diminuent. Elles représentaient 18% du produit national en 1940, 1% en 1960. S'engage alors la troisième période, qu'on appelle celle de la pause, marquée par un retour au calme. Les importations croissent alors plus vite que les exportations. C'est l'époque où l'économie japonaise cherche à se relancer par la planification, ce qu'on appelle le plan Ikeda du doublement du revenu national en 10 ans, et la croissance devient plus régulière. On craint même une saturation du marché national, par exemple dans le domaine des machines-outils ou des téléviseurs. Cependant, ces années ne sont pas si mauvaises. 3 facteurs favorables: l'accélération des exportations, le freinage des importations et surtout l'explosion de la consommation des ménages. Alors, maintenant, cherchons les effets propres à la guerre. On peut dire qu'un changement radical a été introduit par la guerre de Corée, avec une conjoncture générale tout à fait favorable. Ce qui sert le Japon à l'époque, c'est l'augmentation considérable du commerce mondial en valeur. Pendant la guerre de Corée, entre 1950 et 1953, le commerce mondial a augmenté de 34%. Et cela a un impact considérable sur le Japon, puisque les exportations sont multipliées par 3 entre 1949 et 1951, notamment, je vous l'ai déjà dit, en raison des fournitures à l'US Army et au personnel militaire. En 1952-53, 60 à 70% des exportations japonaises sont en fait des exportations militaires.
Se produit alors un changement fondamental dans la structure industrielle, une moindre dépendance du Japon par rapport aux importations, qui est le résultat d'un changement de sa structure industrielle dans le textile, où on voit se développer les textiles artificiels par rapport au coton et à la laine qui jusque-là étaient dominants, mais surtout on voit se substituer à l'industrie textile les produits des industries lourdes et des industries chimiques, et cela s'accompagne d'un effet d'accélération de l'innovation et des inventions en usine et en équipement. On passe alors à une politique d'accumulation en capital subventionnée par la Japan Development Bank avec une action double, garantir les dettes de la reconstruction et en même temps fournir aux industries clés des prêts à taux d'intérêt réduits. Ceci complété par l'action de la Japan Export-Import Bank qui vise à financer et à subventionner les exportations. Il faut ajouter qu'à cette époque, la réforme fiscale joue un rôle très important. La fiscalité des entreprises favorise les investissements productifs et les exportations à travers toute une série de mesures incitatives que je pourrais vous détailler si ça vous intéresse. D'autre part, est votée en 1952 la loi pour la promotion de la rationalisation des entreprises qui introduit notamment ce qu'on appelle l'amortissement accéléré qui permet de déduire ces amortissements plus rapidement de ses bénéfices. Et donc ça veut dire qu'on paye moins d'impôts sur les sociétés. En 1953, exemption fiscale au profit des exportations. Et d'autre part, mise en place d'un système favorisant les échanges internationaux en vue de favoriser l'équilibre de la balance des paiements. C'est le début des pratiques restrictives aux importations, ce qu'on appelle les contingentements. Les importations depuis l'étranger, on les limite en quantité pour empêcher que les concurrents étrangers plus compétitifs ne pénètrent le marché japonais. C'est un moyen en fait de protéger l'industrie et de donner un avantage aux compagnies à capital national sur les sociétés en joint venture constituées avec des sociétés étrangères. Cela s'accompagne également d'importations massives de technologies étrangères avec des coopérations qui se développent. En 1950, il y a 27 accords de firmes japonaises avec des firmes étrangères, mais en 1952, on est à 133. Et cette politique d'importation de technologies étrangères est soutenue par le ministère. On peut dire que jamais, plus que pendant cette période de la guerre de Corée, le Japon n'a importé de technologies étrangères. Et cela permet au pays de recouvrer son indépendance. Cela a pour conséquence, en particulier, une politique moins hostile aux ententes entre les entreprises, aux cartels, avec la loi de 1953 révisant l'Anti-Monopoly Law. Cette loi a été copiée sur le modèle américain pour éviter les ententes entre les entreprises, et cette nouvelle loi de 1953, avec le consentement des Américains, permet à nouveau la reconstitution des ententes entre les entreprises. C'est aussi la montée en puissance du célèbre MITI, Ministry of International Trade and Industry, qui introduit les restrictions à la concurrence. Néanmoins, la politique est plus concurrentielle qu'avant-guerre. Alors, j'avance un petit peu. Je voudrais maintenant évoquer les facteurs du redressement, une croissance économique record, dont on va souligner à la fois les rythmes et les mécanismes.
on peut dire que le développement économique du Japon s'appuie sur une croissance économique record qui engendre des mutations profondes, elles-mêmes conséquences de l'effort d'investissement et de l'essor du marché et d'une politique économique originale. Alors d'abord une croissance économique record. On va peut-être examiner une première figure sur laquelle vous avez tout à fait en haut la croissance du revenu national, selon une pente qui est d'environ entre 10 et 15%, plutôt près de 15%. Et puis, vous avez une deuxième courbe qui monte beaucoup plus vite, qui est la courbe des investissements dans l'industrie privée. Et la troisième courbe, c'est la courbe des investissements publics. Vous voyez donc ce qui porte la croissance japonaise, c'est l'investissement dans les entreprises privées, alors que l'investissement public, lui, croît moins vite que le produit national. On comprend donc que la croissance économique soutenue de l'époque, qui dépasse donc 10% du produit national brut, est tirée par les cycles de l'investissement. Alors, ces cycles de l'investissement, eh bien, on peut les voir apparaître ici, sans entrer, je ne vais pas vous les détailler tous, mais ce qui est très évident, c'est que l'économie japonaise obéit à des cycles très brutaux de l'investissement, mais dont la tendance générale est à la croissance. Si vous voulez, correspondant à 8 phases de restriction monétaire. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un cycle de l'investissement. Le cycle de l'investissement provoque une inflation, et l'inflation, on doit la bloquer par une politique monétaire restrictive. Et c'est la politique monétaire restrictive qui va provoquer la fin du cycle, entraîner une chute partielle, jusqu'à ce que la politique monétaire se relâche, favorise la relance de la croissance, et à nouveau, on aura un boom de l'investissement. Voilà. Alors, les mécanismes de la croissance, c'est l'influence extrêmement importante de l'environnement international, une expansion accélérée par le commerce international, très favorable à l'économie japonaise, parce qu'au fond, le commerce international se développe plus vite dans les secteurs dans lesquels l'économie japonaise investit le plus. Donc plus le commerce international s'accélère, plus proportionnellement ça profite à l'économie japonaise. Cela a pour conséquence un taux de dépendance très élevé de l'économie japonaise par rapport aux échanges mondiaux, mais aussi un changement rapide de la structure du commerce extérieur. D'abord, une domination des importations de matières premières et de combustibles, mais également un mouvement considérable d'exportation qui est fondé dans un premier temps sur le textile, c'était le modèle d'avant-guerre. Le textile s'efface au profit de l'acier jusqu'en 1960. La sidérurgie et la chimie de base sont les moteurs de l'expansion. Et après 1960, ce sont les constructions navales et l'automobile qui prennent le relais. Avec une réduction progressive du taux d'importation par rapport au produit intérieur brut, les grands bénéficiaires de l'évolution nationale étant les secteurs des produits manufacturés, et notamment les deux que j'ai évoqués, construction navale et automobile. Alors il existe un certain nombre de conditions spécifiques au marché national, favorisant la croissance rapide. Les firmes adoptent à l'époque un comportement de plus en plus agressif, avec une évolution sur le modèle américain, séparation entre la propriété et le management. D'une part les shareholders et puis de l'autre part les managers. La constitution d'oligopoles compétitifs, c'est-à-dire d'un petit noyau de grandes entreprises en concurrence les unes des autres. L'irruption d'outsiders, on peut citer notamment le secteur du textile artificiel, le développement du marché financier et de l'endettement obligataire, c'est-à-dire que les entreprises
au lieu de se financer par leurs propres profits, au lieu de faire appel aux actionnaires, vont prioritairement emprunter sur le marché financier. Cela s'accompagne aussi d'une stabilité des relations industrielles. Il y a très peu de grèves, sauf en 47, 50, 57, 58 et 59. La préférence à la croissance sur l'autofinancement et un progrès technologique rapide qui s'accélère dans les années 1950. Cependant, il faut bien dire que dans les années 1950, il y a encore peu d'innovations endogènes au Japon. Les innovations sont importées de l'étranger. La principale exception, c'est la création du transistor par Sony. Une révolution énergétique accélérée. On passe du charbon que produisait un peu le Japon. Vous savez que c'est une des raisons pour lesquelles il a envahi la Mandchourie, parce qu'il avait besoin de charbon. Et d'autre part, maintenant, c'est le pétrole qui prend la succession. Une politique active, une politique économique active, initiée par Ikeda Hayato, qui a été ministre des Finances de Yoshida, avec un attrait pour la planification, mais c'est une planification qui est très différente de celle qui était pratiquée en Chine à l'époque, ou en Union soviétique à l'époque. C'est une planification prévisionnelle, une planification indicative, qui donne des conseils, et enfin, une planification informative destinée aux entreprises et aux citoyens, grâce à l'utilisation systématique de modèles économétriques. Alors, ces facteurs de redressement s'accompagnent d'une évolution profonde des structures économiques. La première, c'est évidemment les données de la démographie. En 1945, le Japon doit faire face à une pression démographique forte. Pourquoi ? Parce que le Japon a perdu ses colonies et une partie importante des populations japonaises qui s'étaient établies dans les territoires occupés par les Japonais sont rapatriées sur place. Au total, presque 7 millions de personnes. Et puis, le Japon connaît, comme tous les pays après la guerre, ce qu'on appelle le baby boom, c'est-à-dire une augmentation très rapide des naissances, d'où l'adoption d'une politique eugéniste, la loi eugénique de 1948, qui est marquée par une politique de stérilisation, d'avortement, le développement de la contraception, ce qui fait que le baby boom prend fin très tôt au Japon. On peut dire que le taux de natalité passe de 34 pour 1000 en 1947 à 17 pour 1000 en 1957, c'est-à-dire à peu près le niveau que connaît la France à l'époque. La population continue de s'accroître. Les conséquences, c'est un éparpillement de l'emploi entre de multiples emplois, un exode rural et agricole accéléré, et l'apparition d'une forte proportion d'emplois tertiaires à faible productivité, par exemple dans le secteur de la distribution. En effet, les structures économiques japonaises se caractérisent par leur dualisme. Vous le savez, le Japon, pendant longtemps, pratiquait ce qu'on appelle l'emploi à vie. Une fois que vous étiez recruté jeune dans une entreprise, vous restiez dans l'entreprise jusqu'à votre départ à la retraite, qui se passait le plus tard possible. Donc très peu de mobilité de l'emploi. On peut dire que l'emploi est de nature féodale, avec des conséquences considérables. Les élèves passent directement de l'école à l'entreprise, une grande immobilité de la main-d'œuvre et un impact faible défavorable sur la productivité. D'autre part, on voit que le rôle est essentiel de la grande entreprise et des groupes financiers, avec au fond ce qu'on appelle la croissance dualiste. D'une part, de très grandes entreprises et des groupes financiers, de l'autre, des entreprises petites et moyennes. On passe en effet du côté des grandes entreprises à ce qu'on a des anciens zaibatsu, à un nouveau modèle de groupe organisé qu'on appelle les keiretsu.
Et on peut dire que les anciens Zaibatsu se reconvertissent dans un nouveau modèle. Le plus exemplaire, c'est Mitsubishi, qui va s'installer dans les secteurs les plus dynamiques, par exemple l'automobile. On voit aussi apparaître de nouveaux groupes, notamment dans la banque. J'en citerai un, la banque Fuji, qui est la première banque de dépôt du Japon. Toutes ces grandes entreprises ont des caractéristiques communes, les participations croisées, c'est-à-dire que les grandes entreprises japonaises détiennent toutes une participation dans leurs concurrents japonais. C'est un modèle qu'on trouve aussi en Allemagne, pendant longtemps. Participation croisée, rôle des banques et du financement préférentiel, c'est-à-dire que les banques prêtent beaucoup d'argent aux entreprises à long terme, et c'est ce que le Japon va payer dans les années 1990, puisque son système bancaire va se trouver archi-endetté et s'effondrer. C'est le point de départ des difficultés du Japon depuis 1997-98. Alors, d'autre part, les petites et moyennes entreprises constituent un amortisseur conjoncturel. En effet, en 1960, ces petites et moyennes entreprises emploient encore 85% de la main-d'œuvre japonaise. Ce sont des entreprises traditionnelles, essentiellement des entreprises familiales, ne pratiquant pas une comptabilité moderne. 40% n'ont même pas la moindre machine. Mais ce qui permet la survie de la petite entreprise dans le système japonais, c'est évidemment que les grandes entreprises transfèrent une grande partie de leurs opérations non rentables sur les petites et moyennes entreprises pour se garder les créneaux sur lesquels il y a des gains de productivité possibles. Et ça explique l'importance de la sous-traitance. Ce système associant les grandes et les toutes petites entreprises dans des réseaux de dépendance, c'est une des clés de l'industrialisation japonaise, avec ses avantages et ses inconvénients. L'organisation du travail a également ses spécificités, un taux de salariat relativement faible, 60% de salariés en 1960, une opposition entre les salariés permanents et les salariés temporaires, entre les salariés des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises. Et jusqu'en 1959, on peut dire qu'il y a sur le marché du travail un fort cloisonnement entre le secteur des grandes entreprises et le secteur des petites et moyennes entreprises. Ce qui caractérise l'économie japonaise à l'époque et son monde du travail, c'est une forte présence relative du syndicalisme qui a explosé après la guerre, avec notamment deux grandes confédérations syndicales, la Soyo, qui est présente surtout dans le secteur public, c'est de tendance communiste et pacifiste, et d'autre part le Domei, qui est présent surtout dans le secteur privé et qui est plutôt de sensibilité socialiste. Je termine sur la recherche des mécanismes de la croissance, avec d'une part la dynamique propre des entreprises. On peut dire que le boom des investissements est une des clés essentielles, et que ce boom des investissements se fonde sur le principe des rendements d'échelle croissants. Les rendements d'échelle croissants, ça veut dire que plus la production augmente, plus la croissance de la production augmente, plus proportionnellement l'écart entre les gains et les coûts devient élevé. Autrement dit, les gains de productivité sont plus rapides que l'augmentation des salaires. Voilà, pour bien comprendre ça. Plus on augmente, plus on produit, plus proportionnellement l'écart s'accroît entre les gains de productivité et les augmentations salariales. Donc ça veut dire que les entreprises gagnent plus d'argent, évidemment. Et il y a trois branches maîtresses qui illustrent ce processus. C'est la construction navale. Pendant ces années, 1950, eh bien, la construction navale japonaise devient la plus forte du monde. Vous savez qu'ensuite, il y a eu la Corée, puis maintenant, il y a la Chine qui
entre dans le même cycle. D'autre part, l'industrie automobile. L'industrie automobile dépasse l'Italie en 1961, la France en 1964, l'Allemagne en 1967. Il n'y a plus que les États-Unis devant. Et puis d'autre part, la pétrochimie, troisième secteur dans lequel il y a un développement important. On peut dire aussi qu'à côté de ce boom des investissements, d'un effet de rendement d'échelle croissant, il y a évidemment ce que j'ai souligné tout à l'heure, le rôle du dualisme, cette relation particulière entre les grandes et les petites entreprises. Alors il y a d'autre part, bien sûr, l'essor des marchés. À l'intérieur du pays, c'est l'élévation des standards de vie avec des gains records de pouvoir d'achat. Entre 1959 et 1969, le pouvoir d'achat des Japonais augmente de 9% par an en moyenne, effet de la hausse des prix décomptés. Le taux d'épargne devient très élevé, 50% des revenus des Japonais sont épargnés à l'époque. Et d'autre part, à l'extérieur, eh bien, on voit se développer ce qu'on appelle les relations dissymétriques du Japon avec l'extérieur. C'est ce qu'un économiste japonais célèbre, Akamatsu, a appelé le développement en vol d'oie sauvage. Le développement en vol d'oie sauvage. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais essayer de vous expliquer ça très simplement. Ça signifie que l'économie japonaise va voir se succéder dans le temps 3 cycles de développement. Le premier cycle de développement, c'est celui de l'industrie cotonnière. Puis un second cycle de développement qui est celui de l'industrie sidérurgique. Puis un troisième cycle de développement qui est celui de la pétrochimie. Et qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, le pays est dépendant des importations. Je vais prendre la sidérurgie, puisque ça correspond à notre époque. Dans un premier temps, le Japon importe plus de produits sidérurgiques qu'il n'en vend. Puis progressivement, en important de la technologie, il arrive à ce que sa production sidérurgique devient autosuffisante, et puis il commence à exporter. Et il commence à exporter jusqu'à ce que d'autres pays viennent le concurrencer. C'est le moment où s'engage une reconversion du côté de la pétrochimie avec le même cycle de développement. D'abord, excédent des importations, puis ensuite autosuffisance et enfin développement des exportations. Voilà ce qu'on appelle le développement en vol d'oie sauvage qui peut, on peut en discuter, s'appliquer aussi à la Chine. Voilà. On peut discuter de cette théorie du vol d'oie sauvage qui caractérise un peu toute l'Asie de l'Est et peut-être même du Sud-Est. Alors, les tendances des échanges extérieurs, mais c'est une politique séculaire de refoulement des produits manufacturés étrangers concurrentiels. Le Japon contingente, limite les importations étrangères qui sont compétitives avec les produits nationaux pour obliger les consommateurs japonais à acheter national plutôt que d'acheter des produits étrangers, bien sûr. Un positionnement longtemps tiers-mondiste, c'est-à-dire que dans ses relations politiques extérieures, à l'époque, et jusque dans les années 1960, le Japon se présente comme un pays en voie de développement par opposition aux pays occidentaux, l'Amérique du Nord, bien sûr, et puis l'Europe, qui, eux, sont considérés comme des pays développés. Et c'est seulement à partir du moment où le Japon deviendra la 3e puissance économique du monde, c'est-à-dire au tournant des années 1970, en 1970-71, que le discours va changer. L'exportation s'effectue à partir d'une base arrière solide. On commence par exporter dans les pays les plus proches, dans la région, pour exporter progressivement de plus en plus loin. Et cette politique d'exportation se repose sur un réseau de renseignements. Ce sont les General Trading Companies, les compagnies de commerce général,
qu'on appelle aussi les Sogososha, et c'est un modèle qui a été ensuite imité par d'autres pays d'Asie. La technologie est considérée comme une matière première, d'où l'importance de l'achat de transfert de technologie et aussi l'effort de recherche-développement. Enfin, on peut parler d'une politique économique originale. L'État est un peu l'accoucheur de l'industrie moderne, visant à favoriser l'émergence des industries clés et à financer la reconstruction. On peut dire que, du point de vue des finances publiques, eh bien, la politique de l'État est à la fois une politique d'économie, très peu de dépenses publiques, et de soutien à l'industrie. Et en ce sens, l'État joue le rôle d'une sorte de régulateur de la concurrence excessive entre les compagnies. Alors j'en arrive maintenant. Voilà, je vous donne une courbe qui vous représente l'explosion des investissements. Et puis j'en arrive à ma conclusion. D'abord, j'insisterai sur le fait que le Japon, sous l'effet de la guerre de Corée, a connu de profondes mutations structurelles, une expansion économique rapide qui remet en cause le dualisme traditionnel, grandes entreprises, petites entreprises travaillant en réseau, qui réduit aussi la pénurie de main-d'œuvre et qui s'accompagne de profondes spécificités. Sur le plan économique, le contrôle sur le financement des entreprises et les incitations aux investissements, le contrôle des échanges avec l'extérieur et la protection de l'économie. C'est notamment ce qu'on appelle le JITRO, qui consiste en une organisation du commerce extérieur. Voilà. La politique du commerce extérieur est organisée par l'État japonais. D'autre part, il y a réglementation de la concurrence et de la cartélisation de l'économie pour promouvoir l'innovation. Sur le plan social, il y a progression du niveau de vie, systématisation de l'emploi à vie, appui donné par la puissance publique au maintien de la structure duale, et cela m'amène à terminer par force et faiblesse du système financier. En effet, à l'époque, la force du système financier est surestimée par les pays occidentaux, par les observateurs. Pourquoi ? Parce que les entreprises japonaises ont à l'époque des profits très confortables, assurés par des gains importants de productivité du travail. Mais ces profits très élevés masquent l'endettement formidable des entreprises japonaises en raison du faible taux de leur autofinancement, c'est-à-dire de la faible part des profits qu'ils peuvent réinjecter dans l'économie sous forme d'investissement. Et c'est ce point faible qui va se révéler lorsque le Japon va perdre son avantage en gain de productivité par rapport à ses voisins et pour une part et d'autre part à l'ensemble des pays émergents. C'est la situation des années 1990. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'espère qu'on va pouvoir discuter des points de comparaison avec la Chine. Est-ce que l'expérience de cette croissance japonaise des années 1950-1960, on peut la retrouver, on peut la comparer avec la croissance de la Chine d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des logiques différentes? Enfin, est-ce qu'on a le même problème d'endettement? Est-ce que les relations entre les grandes et petites entreprises sont également une variable d'ajustement, etc. Voilà. 现在我们可以提问，然后可以是对现在的局势各方面的问题，或者是对现在的经济的一些看法。Please. Oui, il y a une question sur la commande particulière, la commande militaire américaine, comme la commande militaire américaine
pouvez parler, j'entends bien, j'entends bien. La commande militaire américaine n'est pas permanente. Après l'armistice de la guerre de Corée, est-ce qu'il y a une crise sur les industries qui se rapportent avec la commande militaire, y compris les actions qui touchent à l'approvisionnement de l'armée, c'est-à-dire comment le Japon faire face au déclin économique après l'absence de la commande militaire? Alors, c'est très clair. Si vous avez bien noté, il y a une succession de cycles et il y a donc bien eu une crise conjoncturelle immédiate après la fin de la guerre de Corée. Mais cette crise, elle n'est que conjoncturelle. Pourquoi? Parce que pendant la guerre de Corée, les Japonais n'ont pas eux-mêmes fabriqué les armements. C'était les Américains qui fabriquaient les armements. Ils étaient des sous-traitants et donc ils livraient des pièces aux Américains. Et ces pièces ont été à l'origine de transferts massifs de technologies américaines à l'économie japonaise, technologies qui ont été utilisées à des fins civiles et qui ont donc été la clé de la renaissance dans le cycle suivant. Voilà. Par exemple, j'ai dit la sidérurgie japonaise, elle se développe. Pourquoi? Parce qu'elle livre de l'acier aux Américains qui s'en servent pour fabriquer leurs armes sans surexploiter la sidérurgie américaine. Mais en même temps, la sidérurgie japonaise eh bien, est devenue compétitive grâce aux commandes des États-Unis. Et donc, quand la guerre de Corée s'arrête, eh bien, la sidérurgie japonaise va être suffisamment compétitive pour vendre à l'industrie privée et lui vendre à des prix tels que les industries les automobiles ou les bateaux fabriqués au Japon seront plus compétitifs que les bateaux ou que les voitures américaines. Voilà, c'est l'ampleur de ces transferts de technologie et aussi de fonds qui ont en fait favorisé le Japon dans le cycle suivant. 日本和韩国经历了很严重的经济危机，但是日本只是美国的武器的一个 sous-traitant， 只是它的一个制造商，就是下面的一个订购商。这个订购商同时它的经济是依附于美国的，但是它同时会促进日本的经济的发展。比如说日本的钢铁行业，美国从日本订购了钢铁材料，然后把这些钢铁运到美国去之后，通过这种订购的这种服务，日本就获得了技术的转让，从而增强了自己的一个技术竞争力。比如说日本的汽车在美国市场的汽车行业就是这一个技术转让的一个案例。Tenu à cette situation, ils ne s'en seraient pas sortis, ils auraient plongé eux-mêmes dans la crise. Et c'est, pour simplifier, cette réflexion qui a amené en particulier à lancer le plan Marshall. L'idée du plan Marshall, c'est d'avancer des dollars aux Européens ou aux Japonais pour qu'avec ces dollars, ils achètent des produits américains et ça relançait l'économie. Mais voilà, ça pouvait aller pendant un temps. Survient la guerre froide à partir de 1947. Les relations entre les États-Unis, pour faire simple, et l'Union soviétique deviennent très difficiles. Et cela va s'amplifier en 1949 avec la constitution de la République populaire de Chine, bien sûr, premièrement, mais aussi le blocus de Berlin. Les soviétiques entourent Berlin et les Américains font un pont aérien en direction de Berlin. Et puis en 1950, sitôt après, c'est la guerre de Corée. Voilà. Alors cette situation va changer la politique de l'Amérique qui va avoir comme idée de s'appuyer sur les pays occidentaux, les pays de son camp, pour monter en puissance son appareil militaire. Et
la politique de commande militaire va être une des clés essentielles de la relance de l'industrie européenne et de l'industrie japonaise. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, les Américains font passer au second plan les objectifs économiques et au premier plan les objectifs politico-stratégiques. Et c'est ce choix qui a en fait été la chance des Européens et aussi des Japonais. C'est ce que je vous ai dit. La guerre de Corée, c'est la clé qui explique la relance du Japon. S'il n'y avait pas eu la guerre de Corée, même avec le plan Marshall, les Japonais ne se seraient pas développés comme ça. C'est la perte par les Américains de la priorité au redressement économique qui en fait ouvre la voie au redressement de pays concurrents. Alors ils vont s'en apercevoir un peu tard, à la fin des années 50, mais d'une certaine manière, ça va aussi permettre aux Américains de revenir à leur politique qui est de favoriser la libéralisation des échanges internationaux pour relancer l'économie américaine. On va trouver ça notamment au début des années 60. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Ah oui, merci. 巴主我简单的翻译一下大意，就是说在美国和美国美国出口美元的一个目的就是说让各个国家买美元，然后形成一个美债，然后通过这些美元来购买美国的产品。比如说这个在战后的时期是在冷战期间这种美国的这种政策是可以实行的。比如说美国的马歇尔计划就是这样的，建立在这一个初衷的建立在一个宗旨的情况下实现的。但是比如说在1949年中国的成立以及冷战的爆发的这段时间，美国的这个政策是可以的。但是说从1950年之后，随着朝鲜战争的爆发，美国已经改变了这种美元的政策。这个政策的目的就是说要通过欧洲和日本增加军事订购，从而促进了日本的一个经济的一个复兴。Oui, je voulais vous demander, Monsieur Borjot, si vous avez fait une démonstration des cycles qui est très intéressante et du vol des oies. Est-ce que ça peut s'appliquer à la Chine d'aujourd'hui, parce qu'avec le système de transfert de technologie, parce que finalement, c'est cette question qu'on se pose, ça peut être une escalade, le vol, il peut aller de plus en plus loin. Est-ce que vous voyez, disons, dans l'avenir, déjà avant, vous pouvez donner des exemples, et puis est-ce que vous pouvez prévoir quelque chose pour l'avenir? Parce que ce système de cycle-là, c'est très intéressant. Est-ce que ça peut s'appliquer à la Chine? Alors, on en discutera justement avec des collègues chinois dans un instant. Je dirais que ce qui s'est observé au Japon s'observe avec un décalage dans les économies capitalistes proches de la région, essentiellement la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Hong Kong, qui prennent le relais à partir des années 1970 du modèle japonais. Là, on peut dire que la théorie du développement en vol d'oies sauvages se vérifie assez bien pour ces pays. Alors après, je pense que ça a une part de vrai pour la Chine ensuite, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chine a suivi une trajectoire qui est celle de la période communiste. Hein. Oui, c'est ça. Et donc il y a une spécificité, notamment dans le rapport à l'État, parce que la force de l'État est beaucoup plus importante dans le cas de la Chine qu'il n'est dans le cas du Japon. Il ne faut pas oublier que le gouvernement américain, après la guerre, ce qu'il veut, c'est casser l'État japonais traditionnel. Et on a conservé l'empereur, mais on a obligé les Japonais à passer à un système à l'occidental avec beaucoup de garde-fous. Alors je dirais que les pays tels que la Corée ou Taïwan sont dans une situation intermédiaire parce que l'État y était relativement plus fort, puisque
les Américains étaient moins hostiles à ce type d'État. Hein. Ils n'avaient pas la même connotation fasciste que pouvait avoir le gouvernement japonais. Donc, dans une deuxième étape, le poids de l'État est relativement plus grand que par rapport au cas japonais. Et dans la troisième étape, quand arrive la Chine, on a encore un poids de l'État plus grand. Donc, on a à la fois, je pense, des points communs. Hein. Le développement en vol d'oies sauvages, eh bien, c'est tout simplement le passage d'industries à faible valeur ajoutée à des industries à forte valeur ajoutée, hein, qui permettent au fond de monter dans la hiérarchie des puissances économiques, mais c'est aussi, il y a aussi une spécificité des pays les uns par rapport aux autres, à cause en particulier du rapport à l'État. Voilà. Merci, monsieur. 刚刚那个 Madame 提问是问关于日本的关于经济发展的一个周期。日本在战后的经济的周期是一个向周边扩张以及是经济的一个资本主义化的一个政策。但是这个政策到了1970年的时候，它的接力棒已经传到了台湾和新加坡。但是中国在朝鲜战争之后的，由于特殊的国情，中国是一个社会主义新中国。国家的力量起着一个更重要的作用，所以在这第二个阶段，中国的国家政治影响到了一个经济的一个发展，但是在战后日本的一个经济的一个战后战胜国对日本的一个经济的一个大致的政策是打破日本的原有的传统，所以日本的国家它的在国家经济发展中的一个作用会降低。中国，但是从1970年之后，随着这个经济发展的模式的转变，中国和台湾以及这些周边的国家，从一些低附加值的一些产业向高附加值的一些产业进行转变。Sur la Corée du Nord. Ces derniers jours, la Corée du Nord a fait au troisième essai nucléaire réussi de son histoire. Quelle est votre opinion sur pourquoi la Corée du Nord a fait ces essais à ce moment-là et si la Corée du Nord devenait une superpuissance nucléaire, quel est son impact international, en particulier l'impact sur la Chine et le Japon et la Corée du Sud? Merci. Alors c'est une question complexe. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la Corée du Nord comme la Corée du Sud, elles doivent leur modèle de développement spécifique au fait qu'elles sont un enjeu de la guerre froide. C'est l'endroit où les oppositions entre le bloc communiste et le bloc capitaliste étaient le plus fort. Donc, un peu comme ça s'est produit en Allemagne avec l'Allemagne occidentale et l'Allemagne de l'Est. Chacun des deux systèmes, dans les années de la guerre froide, a pour objectif de faire du petit pays qui est dans son camp la vitrine de son propre camp. Et il faut avoir à l'esprit que pour la Corée du Nord, il y a deux puissances qui la soutiennent. Il y a la Chine et puis il y a l'Union soviétique. Et que le jeu des dirigeants nord-coréens, assez logiquement, c'était de jouer de l'entente rivalité entre les deux. Vous savez qu'à certaines périodes, la Chine et la Russie, ça ne s'entendait pas trop bien. Hein. La Chine et l'Union soviétique ne s'entendaient pas trop bien. Et là, la Corée du Nord, elle joue, hein, comme la Corée du Sud, d'ailleurs, va jouer aussi de la relation avec les États-Unis et le Japon, enfin jouer un peu entre les deux, hein. Mais c'est beaucoup plus net du côté de la Corée du Nord. Alors maintenant, le problème de la Corée du Nord d'aujourd'hui, c'est que la Chine et la Russie sont plutôt dans une politique de se concerter. Et donc, ça c'est plus difficile pour les Coréens du Nord, parce qu'ils ne peuvent plus faire un marchandage entre les deux, ils sont resserrés, ils ont beaucoup moins de marge de manœuvre. Et c'est, je crois, pour ça que la Chine a donné un signal à la Corée du Nord, hein, parce que
ça marche plus de dire ben, si les Chinois ne nous donnent pas, c'est les Russes qui vont nous donner. C'est devenu beaucoup plus difficile. Et puis, il y a aussi un fait, hein, c'est que le système socialiste que connaît la Corée du Nord est un échec économique. C'est-à-dire que pendant les années 1960, hein, 50-60, le niveau de développement économique de la Corée du Nord était plus fort que celui de la Corée du Sud, mais qu'avec le temps, l'équilibre s'est totalement renversé et pour un pays comme la Chine ou un pays comme la Russie, la Corée du Sud est devenue aujourd'hui un partenaire beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant que ça n'était dans les années 50-60. Voilà. C'est, je crois, ce changement dans les relations entre les grandes puissances et dans le positionnement de la Corée du Nord qui explique qu'aujourd'hui, ben, la Corée du Nord fasse l'objet de rappel à l'ordre, non seulement des États-Unis, mais aussi de la Chine. Ben, c'est une opinion. Hein. 战后北韩和南韩经历了2种不同的经济发展模式，在这种冷战期间，就像东德和西德一样，然后这2种北韩朝鲜的一个政策就是它在中国和苏联这个2个大国之间进行一个游离，然后它就是但是这是朝鲜的一个战后的一个主要的一个国际政治的一个政策。但是从1960年，朝鲜的经济发展是比日本的、比韩国的经济发展要强势很多。但是由于它的这种经济发展的模式是导致是一个失败的一个案例。到了1990年之后，韩国的经济就已经全部超越了一个北韩的一个经济。Franchement, avec l'Allemagne, les deux Allemagnes, la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est intéressant, mais on n'est pas tout à fait dans le même système. Déjà, les mentalités sont tout à fait différentes. Et puis, il y avait que le bloc communiste, le bloc soviétique, c'est tout. Tandis que là, il y a 2 blocs. Il y a les Chinois et la Russie. Est-ce que vous pouvez, plus loin, imaginer que la Corée du Sud et la Corée du Nord puissent faire comme l'Allemagne, se réunir? Est-ce que ce serait envisageable? Je ne vais pas répondre comme ça. Moi, je suis historien, donc le futur, je ne sais pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est le passé. Dans les 2 cas, l'objectif des Américains et des Russes d'un côté, des Américains, des Chinois et des Russes de l'autre, c'était de faire de chacune de leurs portions de territoire un modèle de leur propre système. Et c'est ce qui s'est fait. Mais voilà, la situation de l'Allemagne et la situation de la Corée n'étaient pas du tout la même du point de vue économique, ni non plus du point de vue culturel, etc. Donc, il est assez compréhensible que l'évolution n'ait pas été la même. Et en particulier, il y a une chose qui rendait plus facile la réunification de l'Allemagne que la réunification de la Corée du Sud, et avec le Nord, c'est que l'écart de développement entre les 2 parties était plus faible dans un cas que dans l'autre. Et puis d'autre part, vous aviez en Allemagne une grande Allemagne, une petite Allemagne, mais en Corée, vous avez pas tout à fait égal. Hein. Vous avez d'un côté 50 millions d'habitants et puis de l'autre, vous en avez 30. Mais tout de même, le poids relatif des populations fait que ça n'est pas les données du problème ne sont pas les mêmes. C'est plus difficile, plus compliqué du côté coréen. Voilà. Merci. 战后在美国、苏联和中国之间，他们要推行自己不一样的一个经济发展模式，但是这种状况在德国和在韩国在朝鲜半岛是不一样的，因为在德国有一个东德和西德是一个大一点的国家和一个小一点的国家，但是在朝鲜这种状况是完全是没有一个可比性，因为朝鲜一个国家非常的强大，另一个部分就非常的一个衰落。
Grand merci, Monsieur Barjot. Je voudrais revenir sur la politique commerciale extérieure du Japon à cette époque, qui, je me rappelle, suscitait la colère des États-Unis en ce qui concerne la monnaie. Parce que le Japon s'est servi d'un certain taux de change du yen pour faciliter son commerce extérieur. Et cette situation-là me rappelle celle de la Chine d'aujourd'hui, qui aussi, avec la monnaie chinoise, suscite aussi la colère des États-Unis. Alors, pour des trajectoires, certes économiques, politiques différentes, peut-on dire qu'on retrouve un peu un certain objectif économique? Merci. Oui, alors, la comparaison est intéressante parce que le Japon, jusqu'en 1997-98, a eu une politique monétaire volontariste, qui était non pas dictée par une instance monétaire indépendante du gouvernement, mais répondait aux objectifs du gouvernement. Donc la monnaie était un instrument au service de l'expansion du commerce extérieur, ce qui ne correspondait pas du tout à la conception anglo-saxonne. C'est seulement à partir de la crise de 97-98, quand le système financier japonais s'est effondré, et s'est effondré aussi dans un nombre certain de pays voisins, que le changement dans la conception de la politique monétaire s'est imposé, sous la pression du gouvernement américain direct, mais aussi du FMI, mais aussi des agences de notation, etc., enfin tout ce dispositif. Donc je pense qu'effectivement on peut rapprocher les politiques monétaires, parce que derrière il y a une politique d'État qui se sert de la monnaie comme un instrument de politique économique. Mais les pays occidentaux l'ont utilisé. La Grande-Bretagne en 1931, elle s'est sortie plutôt de la crise que les autres, parce que justement elle a manipulé sa monnaie. Enfin, c'est la même expérience. Et les Américains en 1934 ont fait la même chose avec le dollar. Et jamais l'économie américaine n'aurait pu sortir de la crise de 1929 s'il n'y avait pas eu une dévaluation très forte du dollar. Donc c'est vrai que je vais un peu critiquer les Américains, en ce sens que les Américains veulent que les autres appliquent leurs règles quand ça sert les intérêts américains. Voilà, faut dire des choses comme ça. 这个题目是关于那个日本和中国的一个对外商业的对外贸易的一个政策，在日本从战后一直到1997和1998年是一个自主性的一个货币政策，这个政策的目标是为了经济发展的一个扩张而服务的。但是1997年到98年之后，在这个政策之前一直是被各大评级机构得到一个很积极的一个评级，但是从97年、98年之后，这种政策就开始变化了。主要是国家政策对这个货币政策的一个影响，国家把这个货币当成是一个国家可以调控经济的一个工具，但是这种状况在历史上已经出现过，比如1931年英国就已经操纵过货币，然后1934年美国也操纵了一个货币。巴夫老师的个人的看法是，他对美国的这种看法，美国经常从历史上就有把自己的意志强加到他国的身上来服务自己的利益的一个传统。Alors, international pour atteindre une situation gagnant-gagnant. Merci. Alors, c'est difficile que dans le commerce international, on ait toujours un système gagnant-gagnant. C'est plus facile qu'il y ait un gagnant et un perdant. Je crois que c'est quand même plus facile. Le problème, c'est le problème de la compétitivité.
et c'est aussi le problème de la liberté du marché. Si vous voulez être gagnant dans un contexte de concurrence internationale, il faut que par vos gains de productivité, vous puissiez réaliser des gains de compétitivité. C'est-à-dire que vos gains de productivité vous permettent de progresser plus vite que n'augmentent vos coûts de production. Car quand un pays se développe, que de la richesse se redistribue, que le niveau de vie s'élève, les coûts de production s'élèvent. Donc la recette, c'est les gains de productivité. L'histoire du Japon, pendant cette période, c'est l'histoire de gains de productivité qui sont supérieurs à la progression des coûts. Donc, plus le niveau de vie des Japonais augmente, plus proportionnellement, les exportations japonaises progressent. C'est la meilleure situation. C'est la meilleure situation, mais cette situation n'aurait pas pu être possible si les Japonais n'avaient pas libéralisé le marché uniquement dans les sections où ils étaient plus compétitifs que les autres et bloqué les importations dans les secteurs où ils étaient le moins compétitifs. Si on pratique de cette manière, qu'on libéralise dans les domaines où on est les plus forts, mais on est protectionniste dans les secteurs où on est les moins forts, c'est bien pour le pays, mais c'est plus difficile pour l'ensemble du développement entre les États. Ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. L'expérience du Japon, que j'ai décrite ici, c'est l'expérience d'un pays qui a saisi l'opportunité de la guerre de Corée pour obtenir des Américains un soutien qui leur a permis de construire une industrie compétitive. Et ensuite, le problème, c'est que quand les Américains, après la guerre de Corée, ont voulu reconquérir le marché japonais, eh bien, la politique des Japonais a été de mettre des barrières à l'entrée et de ne laisser ouvert le marché que dans les secteurs où ils étaient plus compétitifs que les Américains. D'où les conflits qu'on ne cesse de trouver. Ces politiques, elles sont efficaces pour permettre l'émergence des pays, mais le problème, c'est que seuls les pays qui pratiquent ces politiques sont en mesure de s'en sortir. Alors, la problématique est de savoir s'il y a un nombre suffisant de pays qui arrivent à mener ce type de politique sans que d'autres s'appauvrissent. C'est l'éternel problème du commerce international. 国际贸易中双赢的这种状况是一个很难实现的一个状况，它比一赢一输一个零和模式更加的困难。然后在国际贸易中最重要的是竞争力和市场的自由度。然后在国际竞争中，生产力的盈余，它如果能够超过成本的一个增长的一个速度的话，这对一个国家的经济是非常有好处的。但是日本在朝鲜战争之后的一个策略就是说，它发展自己的有竞争力的行业，来提高自己的经济发展的一个经济的一个竞争力。Conclure cette conférence par une intervention de nos deux invités que je remercie. Je vais donc passer la parole à un professeur qui est en même temps dirigeant d'un grand groupe français multinational. Et puis vous voudrez bien ajouter quelques mots pour terminer. Je vous en prie. Merci beaucoup. 我因为是法文，现在还没有说到，只能说只是听的和看的这些水平，没有到说的水平，所以今天我就可能需要用英语来沟通， 或者是中文，看大家的这个建议是吗？ Monsieur Moadier, je suis un peu obligé de parler, de prononcer
Le discours en anglais aujourd'hui, comme mon niveau de français n'est pas assez bon pour prononcer très directement, mais ça suffit pour lire ou pour entendre. Je vous demande pardon. The perspective the professor just presented is quite interesting for me also to learn, because as a kind of experiencing manager, I am also responsible for Japan in my jobs, daily jobs. So I know also quite a lot about what's going on in Japan. And basically for me there's two differences I think in the context need to be considered if we compare Japan with China's development and what could be learned. One is China has the domestic market. So the demand and market of China is huge. In our business, for example, over 50% or 56% of all business worldwide demand is already in China. So China is not dependent on exporting to the world, actually. China could be relying on their own market for development. And the next difference is really that China is just too big. US, Europe, they cannot provide China market to support China to be developed like Japan. It doesn't work, because right now US is already suffering the job loss and market loss to China. So these are actually two different need to be considered. But I want to contribute another perspective here too, which is really important, I think, which I really missed in the last 3 years in all the China and the Japan Asia discussion in France that I experienced so far. There's one perspective which is really important, but missing here. And the perspective means what France can learn from Japan and from Germany towards China. Because Japan and Germany, they are benefiting much more than France and China development. Right? I think this is quite complementary to what Professor just said. Because Professor just mentioned that, what China can learn from Japan, that definitely a lot of things could be learned. But the key question for me now, I would really to get attention here is really, what can France learn? Everyone knows in Asia that China's development is thanks in particular to the technology import from Japan. Just like before, Japan thinks technology import from US and from Germany, and now South Korea at a lower degree. So it's an integration, right? It's an integrated development. Just give you one figure. Last year, the trading between Japan and China accounted 21% of the total Japan's trading volume. Biggest by distance, even far bigger than trading volume between Japan and US, and Japan and Europe. And this trading volume grew at 14%, so fast growing. So it's a source of Japanese growth. And then if you look into Japan and say what's going on there in terms of integration with China, Japan was the first country of the developed world who established a free exchange of the currency with China in last year. 1st of June last year. All the trading between China and Japan now taking place in local currency, either RMB or yen. And this means a benefit for this Japan and China, saving cost. Instead of trading in US dollar, saving cost of $3 billion. $3 billion. So this is the kind of benefit now created at cost
to be mentioned here at the cost of the USA, because this was the money US made before. So at every dollar trading between Japan and China, because the utilization of US as trading currency, US is making money. But now, US cannot make money anymore. So now come back to the Diaoyu Island. So it's a crucial interest for US to prevent the further integration of the economy between Japan and China, because now suddenly America is not making money, additional money anymore. Okay, so if we want to understand Diaoyu Island conflict, so this is the first point you need to consider. Secondly, US was extremely successful to implement its returning to Asia Pacific policy. Extremely successful. Now China really has a troubled environment in terms of tension with the both countries for territorial discussion, like Diaoyu Island. So US is extremely successful. So achieved the mission Clinton announced, the state secretary. Okay, it's already done. Now we have a situation that this kind of island conflict might be escalating. But I do not personally expect it, because it's not in interest of US. Right? So also not in interest of US for one reason, which is not considered actually in West here, is really because then Japan will have a reason to remilitarize its country. This is something US does not want to see also. Because other than Germany, Japan never really work out the historical trouble they had. Other than Germany, because Germany did it, and Japan doesn't. So there is a significant portion of the political force in Japan, which is conservative, much more than the right wing in Germany. Much more significant. Just think about it, okay? The political conservative forces in Japan can lead to a situation that all the war crime, the criminal of the war, sentenced to death and so on and so forth, all their name was hosted in the temple. They debated. Just think about it, okay? If Germany start to host the name of Hitler, of Goering, right, in somewhere to pay their memorial side kind of attention, it's just not possible. So this just to give you intention, also I think kind of notes that it's also in US interest, because Japan is the only nation in the world received 2 atom bombs by US. The only nation, okay? So it's also, therefore these 3 motivation means, from US perspective, there's no need of a military kind of fight because of Diaoyu Island. And for Japan is like Germany. They are very fortunate in a way, because they do not need to spend money, political kind of force for defense purpose. Enjoy the protection of US, and they can concentrate all their money, all their resources on economic development. So they are really taking advantage of that, just like Germany. Like China is an opportunity. Reconstruction following the Korean War is another opportunity, because the South Koreans' reconstruction is also importing Japan's material. So this enabled Japan a development of around 10% every year growth. So it's too much? Or we are finishing in the 2 minutes. Okay, so then I mean, just summarize. Japanese perspective is really, for Japan, continuing growth of China is a benefit for them. It's an economic benefit. So Japan does not have any motivation to really have a military conflict with China right now. So basically there will be no conflict. Sorry about it, because I was invited to come here. I had a very great lesson, so I feel obligated also to say something here. Okay?
Monsieur Croilot, c'est beaucoup difficile à dire quelque chose. Parce qu'il a tout parlé, je crois. Et aussi, maintenant, tout le monde est fatigué. Bon, je vais parler. Ok, un point. Quelle leçon pour la Chine? Ok, il y a deux leçons d'après moi. Première leçon, c'est la chance. La chance, ok, la capacité de saisir la chance. Deuxième leçon, okay, c'est l'indépendance, indépendance du pays. Okay. Premier, Japon possède la chance historique et exceptionnelle pour le redressement économique. Pendant un siècle et demi, la Chine a perdu beaucoup de chance, mais pendant 40 ans, la Chine a presque cédé toutes les chances. Okay. Par exemple, à la fin de la guerre froide, améliorer la relation entre les pays occidentaux et la réforme et l'ouverture pour la chance de la mondialisation et le transfert de l'industrie des pays occidentaux. Et l'adhésion de capitaux et la guerre antiterroriste. Okay. Maintenant, c'est la crise économique. Pourquoi? Parce que maintenant, la situation internationale pour la Chine est dans la meilleure période à partir de 1840. Toutes les grandes puissances déclinent. Les États-Unis et l'Europe sont touchés fortement par la crise économique. La Russie est encore faible et le Japon est stagnante pendant 20 ans. Okay. Donc la Chine monte plus vite relativement. La force étrangère est plus difficile d'intervenir la Chine. De plus, le prix de matières premières baisse. C'est aussi important pour l'industrialisation chinoise. La réduction d'importation internationale va laisser la Chine évoluer sa structure économique et son modèle. Bon, deuxième leçon. Le Japon n'est pas la vraie indépendance politique et économique et de tout compter sur les États-Unis. Si le Japon menace l'intérêt américain, les États-Unis forcent le Japon à faire le compromis. Par exemple, les accords du Plaza. Ok, merci.